Est-ce qu'il y a un point commun entre toutes les chartreuses du monde? Oui, cette organisation architecturale, c'est vraiment le dénominateur commun. L'organisation, la notion du désert autour de ce monastère. Donc désert en montagne quand c'est le cas. Hein. Le désert, ça veut dire zone inhabitée, sereine. Zone vide d'habitants, zone havre de paix, vraiment zone qui permet une certaine contemplation. Il y a eu dans le cas, hein, dans l'histoire, il y a eu des cas de chartreuses urbaines à Paris, à Marseille, à Milan, mais elles n'ont jamais duré. Toi qui as la chance de bien connaître les moines, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils te parlent de cette montagne qu'ils ont autour d'eux en permanence? Elle est là comme vraiment un écrin. Et puis c'est un endroit qu'ils utilisent, qu'ils arpentent très régulièrement, une fois par semaine, par une promenade que l'on appelle le spaciment, et qui permet à la communauté d'avoir un temps communautaire, ensemble, et les moines vont donc se promener toujours en binôme. Ils vont commencer à se promener, en fait, puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, les binômes vont changer, et ce qui permet à tout le monde de discuter avec tout le monde. La vie à l'intérieur du monastère de la Grande Chartreuse est immuable depuis le Moyen-Âge. Tout est ainsi voué au spirituel et à une existence fortement ritualisée autour de deux types de charges monacales. Celle des pères qui se consacrent uniquement à la prière et à la contemplation, et celle des frères qui se partagent quant à eux les tâches quotidiennes de la vie communautaire. À l'intérieur du monastère, la circulation est rare et se fait uniquement par le cloître central. Le cloître, c'est la colonne vertébrale d'un monastère. C'est lui qui permet de desservir les différents ermitages, les différentes petites maisons du monastère et ainsi permettre aux moines qui y habitent de pouvoir rejoindre toutes les autres parties du monastère en étant abrités de la neige, du vent, de la pluie, etc. Lorsque les moines sortent de leur ermitage, quand ils traversent ce cloître, ils ont l'habitude de remettre au-dessus de leur tête leur scapulaire, leur capuche, et de circuler le long du mur le plus discrètement possible. L'humilité est une des règles de base chez les Chartreux. Ils restent pénétrés par la prière, par la contemplation et ne sont pas distraits par ce qui se passe à droite ou à gauche à l'intérieur de ce cloître. Donc là, on se retrouve dans un ermitage, reconstitution à l'identique de ce qu'on peut trouver au niveau du monastère. Ce cubiculum, comme on l'appelle, composé d'un lit pour dormir, d'un oratoire pour pouvoir prier, un bureau ici pour l'étude, et puis d'une dernière petite tablette où le moine va pouvoir déjeuner en étant toujours face à la fenêtre. Une vie simple, consacrée à Dieu. Austère pour le commun des mortels, mais qui semble conduire les pères chartreux à une forme de plénitude et de bonheur spirituel intense, à condition tout de même de préserver quelques moments de relâchement dédiés au travail. Avant mon départ de la Grande Chartreuse, Nicolas me demande de le suivre dans un endroit étrange et moins connu que le monastère. L'endroit est encore plus isolé. Hein. Écoute, je tenais à te faire cette petite surprise ici, de t'emmener vraiment sur le site primitif de la Grande Chartreuse. C'est là que Bruno, en 1084, est venu implanter, tu vois, là, un peu au milieu de cette forêt, ses premières petites cabanes en bois. Des premières cabanes, toutes détruites par une terrible avalanche qui dévale le Grand Son, en emportant tout sur son passage. Les moines ne doivent leur salut